Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Boris, Bonjour Cassie. ça fait plaisir de te revoir et de pouvoir surfer ensemble sur ce monde qui change. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager dans cet entretien ce que tu vois qui évolue, qui se désagrège, enfin donner quelques clés de lecture pour arriver à comprendre ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'est-ce qui a l'air d'être en mutation, en transformation profonde, si tu veux bien. Ouais, très volontiers. Bah écoute, moi je peux te partager un peu où j'en suis, de mes recherches, de ce que je crois avoir compris, hein. Ouais, bah déjà une première chose qui me paraît vraiment assez essentielle, c'est de comprendre en fait ce qui nous pilote. Tu vois, c'est vraiment qu'est-ce qui nous fait aller de l'avant, qu'est-ce qui nous fait choisir, décider individuellement, collectivement, quoi. Et moi, je crois qu'en fait, la première chose à comprendre par rapport à ça, vraiment la force la plus fondamentale, c'est ce que j'appelle, ce que certains appellent les récits. Voilà. Alors récits, tu vas me dire oui, bah les récits, en fait, c'est ce que je dis sur mon coin de plage là, pendant les vacances, c'est les séries, les films, etc. Donc oui, ce sont des types de récits. Mais en fait, il faut vraiment l'entendre dans le sens où tout est un récit. Voilà. C'est-à-dire que au fond, les récits, on pourrait le dire différemment, sont les systèmes de croyances qui nous amènent à comprendre le monde dans lequel on évolue et qui donnent un petit peu la carte par rapport à laquelle on va prendre des décisions et naviguer, quoi. C'est vraiment ça les récits. Donc c'est beaucoup plus large que juste la fiction, qui est juste un sous-ensemble de ce que sont les récits. Et en fait, les neurosciences nous disent que là, à chaque seconde où nous parlons, il y a des millions d'informations qui nous parviennent, en fait. Notre corps va capter par plein de façons possibles plein d'informations. Notre cerveau va recevoir un flux d'informations gigantesque. Et dans tout ça, on va retenir quelques petites informations. Donc, tu vois, dans tout ce torrent, quoi, on va garder un tout petit filet, minuscule, finalement, qui va rentrer dans le conscient. Et en fait, ce qui va décider ce que nous gardons de ce filet, ce sont nos systèmes de croyances, quoi. Voilà. Alors, pour donner un exemple, hein, si, tu vois, admettons petit, tu vois, j'ai été mordu par un chien, quoi, j'ai développé la croyance, tous les chiens sont dangereux. Donc, en fait, peut-être que je vais tomber sur un très gentil chien et j'aurai toutes les informations qui me montrent, en fait, que ce chien, il est très gentil. Mais ma croyance va faire, en fait, que je vais retenir que le bout de l'information qui va confirmer mon récit, qui est, en fait, les chiens, ils sont super dangereux, il faut que je les évite toute ma vie, en fait. Donc, en train de placer sur les fondamentaux de l'évolution de notre société, les fondamentaux de la psychologie, de l'anthropologie, c'est-à-dire les récits en termes de mythologie fondatrice et les croyances en termes de structuration psychologique et du Oui, type social. C'est ça que tu dis? ouais, c'est ça, parce que bon, tu vois, quand on dit récit, ça peut paraître un petit peu vague, mais les récits, avant tout, en fait, vont former des croyances, quoi, des croyances pratiques, c'est-à-dire des choses qui vont nous permettre d'avoir des principes, des règles, etc., pour décider par rapport à des situations concrètes, quoi. C'est-à-dire, je peux te faire un gros récit pour te dire, faut faire justement confiance aux autres, faut pas avoir peur, l'amour c'est à la base de tout, etc. Ok, bon, bah tu vas intégrer ce récit, un peu comme on fait les premières communautés chrétiennes, par exemple. Mais après, les croyances, c'est vraiment des choses qui vont te permettre en fait de prendre des décisions par rapport au principe de réalité, quoi. Parce que quand tu te fais persécuter par l'Empire romain quand t'es un premier chrétien, on t'a dit bah le récit c'est la mort et tout ça, mais en pratique qu'est-ce que je fais, quoi? Je résiste, je me laisse faire, etc., etc. Donc ça sert enfin c'est un peu la base du logiciel, on va dire psychique pour moi de l'humanité, c'est ça. Ce sont les récits, et donc le récit c'est vraiment les histoires qui nous embarquent et qui donnent un sens à notre réalité, qui sont très souvent, enfin pas que des choses d'ailleurs qu'on a entendues, hein. C'est surtout des choses en fait quelque part qu'on observe. Tu vois, quand on est enfant, on regarde comment nos parents interagissent l'un avec l'autre. Tu Oui, vois, la différence entre le discours et les actes. voilà.
Et en fait, les récits, c'est pas uniquement ce qu'on t'a dit de ce qu'étaient les choses. Quand on est enfant, nos parents, ils nous disent, il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Bon, après, tu observes ce que font les adultes et tu en conclus des trucs, quoi, tu vois, quand t'es enfant. Parce que les enfants sont très intelligents. Ils sont très conscients, en fait. On s'en rend pas compte, mais beaucoup plus qu'on l'imagine, ordinairement. Donc, en fait, le récit qu'ils vont se construire, c'est tout ce qu'ils vont absorber. Et ils vont se dire, bon, bah, le monde est comme ça, quoi. Par exemple, ils peuvent se dire, hein, une chose que, moi, je me souviens quand j'étais tout petit, mes parents organisaient des grandes rencontres, y compris d'ailleurs dans cet atelier, quoi. Et puis les adultes, tu vois, rigolaient, se souriaient, etc. Et puis moi, je captais des émotions, quoi. J'étais un peu comme un sismographe, tu vois, j'avais 4-5 ans, et je me souviens que j'ai des pensées qui me traversaient, on me disait, mais pourquoi ils se disent pas ce qu'ils ressentent véritablement, quoi. C'est marrant. Et je crois que beaucoup d'enfants, en fait, sentent des choses comme ça. Alors, ce Donc, que par tu exemple, pointes là, et je vais revenir sur le contenu de ton propos, mais ce que tu pointes là, ça me fait réagir sur quelque chose. C'est que mon moteur a aussi été, quand j'étais petite, la dissonance. C'est-à-dire que je suis en train d'identifier quelque chose avec ce que tu dis. C'est peut-être que les enfants qui ont saisi la dissonance entre les paroles et les actes des adultes font des adultes qui s'intéressent aux modalités pour changer le monde. Alors, il faudrait faire des études pour voir si c'est vrai, mais je trouve impressionnant que tu vois, tu dis ça et je me dis, mais attends, moi, c'est pareil. Et j'en ai parlé en termes de déclic, tu vois. Donc, bon, bref. non, mais ouais, brodons là-dessus parce que je sens que ça va nous ramener de toute façon à notre sujet de qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui arrive à la société, aux civilisations et tout ça. Parce qu'au fond, tout commence pour moi, en fait, bien sûr, avec les premiers récits que se construisent les enfants. Parce qu'il faut pas trop se mentir là-dessus, tu vois, on se dit on est des adultes responsables et tout ça, on n'est plus des enfants. Faux, en fait. On est juste des enfants sur lesquels se construit un niveau adulte, en fait. Mais tu vois, c'est fondamentalement en nous, ce qui compte, c'est quelle croyance a développé mon enfant intérieur, finalement, quand il a commencé à avoir affaire aux autres et au monde. Donc, tu vois, pour rebondir sur la question de la dissonance, de toute façon, la dissonance, je pense que on y a droit, tous les enfants, en fait, le vivent. Déjà, en fait, tout bêtement, parce que ça commence très très tôt, hein. Tu vois, le truc assez classique, c'est tes parents te disent, bah oui, bien sûr, on t'aime comme tu es, on t'accepte, etc., quoi. Mais ils font la gueule quand tu ramènes une mauvaise note, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier type de dissonance, tu vois. C'est en gros, c'est vas-y, fais dodo, etc., mais chut, fais pas trop de bruit non plus, quoi. Tu vois, enfin, tout le temps. Donc finalement, l'enfant, il va devoir traiter effectivement des incohérences. Et comme il n'est pas équipé finalement pour se révolter et pour confronter son système en disant vous me dites des conneries, c'est complètement incohérent, etc. Bah il va dire bon bah s'il y a un problème, c'est forcément ma faute en fait. Certainement, c'est plutôt à mon niveau qu'il faut regarder parce que de toute façon, il dépend complètement de son système pour survivre. Donc en fait, il va assez peu se remettre en question. Cela dit, là ce que tu soulèves est super intéressant parce que je pense qu'il y a des enfants qui justement en face des incohérences du monde dans lequel ils sont vont développer un récit en fait qui va être de dire bah, si un problème ça vient pas des adultes et de leurs incohérences, ça vient de moi. Donc ça donne la culpabilité, ça va donner le manque d'amour de soi, etc., etc. Une autre réaction possible, c'est dire il y a peut-être un truc qui va pas, donc je vais garder ce qui est de cohérent dans ce monde adulte, ce qui est de pas cohérent, je le mets de côté et plus tard j'essaierai de comprendre pourquoi c'est comme ça. Voilà, et ça va donner plutôt des personnes qui vont se protéger quelque part de ces incohérences avec un récit qui sera plutôt en fait une enquête. Bah, toi, tu as choisi la philo et moi, j'ai choisi la psycho pour faire simple, pour Voilà. démêler le bazar. Mais en tout cas, c'est assez important de comprendre en fait que les récits, c'est d'une part ce qu'on nous raconte quand on est petit, hein, avec très souvent des choses assez la morale qu'on apprend aux enfants, faut se comporter comme ci comme ça, etc. Et puis ça va être le contact de ça avec ce qu'on observe en fait comme enfant. Et enfin, ça va être qu'est-ce que nous en faisons, tu vois. C'est là on a un peu fait tout le tour, quoi. Parce que le récit à la fin, c'est je comprends rien dans tout ça, donc je vais enquêter en fait. Ça peut être ça mon récit. Donc mon récit, c'est finalement, bah, comme enfant, je comprends pas toujours bien toutes ces contradictions, etc. Donc j'ai besoin finalement justement de trouver des briques manquantes pour aller compléter ma vision du monde, quoi, par exemple. Alors, je rebondis sur des choses que tu as pu écrire par ailleurs et je me réjouirais de les partager d'ailleurs. Est-ce que tu penses que nous sommes donc dans une crise de dissonance majeure entre un récit de notre réel qui est assez obsolète et un récit qu'on se raconte mais qu'on n'incarne pas du tout? Alors, merci de cette question, hein. Alors là, pour le coup, on va pouvoir un peu plus s'intéresser à ce qui se passe à des échelles beaucoup plus larges, quoi. La société. Alors moi, je m'intéresse pour comprendre à ce qui arrive à la société actuelle, tu vois.
c'est vrai que moi, tout de suite, je mets en place une échelle qui est plus large, parce que notre société, elle vient pas de nulle part. Tout comme les enfants, individuellement, ont des croyances qui viennent de leur système, bah, nous, en fait, on a des croyances collectives qui ont été façonnées par le passé. Voilà. Et du coup, ça pose très vite la question de savoir d'où viennent nos récits dominants actuels, quoi. Tu vois, parce que, par exemple, le grand récit qui a porté toute l'ère moderne, ça a été, par exemple, l'individu. Tu vois, l'individu, en fait, et son accomplissement, c'est ce qui est au cœur de tout. Ça a été la croyance que finalement l'accomplissement individuel, c'est par le progrès. Par exemple, c'est un autre mythe très fort. Et que le progrès, finalement, il avance grâce aux techniques et notamment à la technologie. Donc la science, etc., qui va apporter le bien-être matériel, etc. Il y a encore d'autres mythes. Hein. Par exemple, le mythe de l'homme est maître et possesseur de la nature. Donc il a tout à fait le droit, en fait, de prendre les ressources, etc., parce que les animaux, le vivant, etc., tout ça, c'est à son service, quoi. Il y a la croissance infinie aussi, c'est encore une autre croyance, etc. Et peut-être qu'elles sont vraies, ces croyances. Moi, tu vois, j'en sais rien, mais je dis simplement, en tout cas, si on veut quand même garder un petit peu d'ouverture par rapport au récit, c'est se dire, avant tout, on peut les considérer comme des histoires qui, à un moment, ont été utiles, en tout cas. Ça a permis de faire ça, tu vois, de développer certaines capacités, de répondre à certaines problématiques, etc. Voilà. Et avant tout, il faut se rappeler ça. Hein. C'est-à-dire que les récits, de mon point de vue, dans l'absolu, c'est très difficile de dire si c'est vrai ou faux. Parce que très franchement, moi, je suis très humble là-dessus pour avoir fait beaucoup d'études de philosophie. Je ne sais pas ce que c'est le réel. Hein. Là, aujourd'hui, si tu veux, à 49 ans, je peux dire le réel, c'est un grand mystère. C'est un énorme point d'interrogation. Voilà. Donc, j'ai quelques petites indications ou moi, personnellement, des croyances là-dessus. Mais voilà. Mais en tout cas, pour naviguer dans ce réel, on produit des récits collectivement pour se dire, bon, voilà, on va mettre en lumière certains aspects, donc forcément en mettre d'autres, si tu veux, dans l'ombre, pour dire, en ce moment, voilà, on va se dire que ce qu'on a envie de croire, c'est ça, parce que ça nous permet, en fait, de répondre à certaines choses. Et par exemple, si on parle que du récit de la modernité, c'est impossible de le comprendre sans comprendre quel était le récit précédent. Pourquoi ? Parce que tout ce récit s'est construit très largement en réaction aux excès du récit précédent. C'est quoi le récit précédent ? C'était le récit qui a porté toute l'époque médiévale, qui d'ailleurs disait un peu le contraire, d'une certaine manière. Hein. Il disait, finalement, Dieu existe. Il disait, le collectif est plus important que l'individu. Il disait, c'est la foi qui nous sauve. Il disait des choses comme ça, en fait. Et finalement, ce récit, pareil, il a très bien servi à une époque, à répondre à certaines problématiques, parce que au moment de l'effondrement de l'Empire romain, etc., il fallait créer un grand récit d'amour qui puisse fédérer finalement une société qui était en pleine déliquescence. Et ça a permis aux premières communautés chrétiennes de s'étendre, etc. Donc ce récit, il a été très puissant et très utile. Mais au bout d'un moment, il s'est figé. Il s'est, entre guillemets, corrompu, je dirais presque. Et puis, il a amené certains excès, quoi. Il a amené un peu des choses qui étaient contraires à ce qu'il voulait faire au départ. Il a amené l'Inquisition, il a amené, en fait, les croisades, il a amené les indulgences. Il y a eu, en fait, des choses que n'arrivait plus à expliquer le récit. Tu vois, il y a eu par exemple des épidémies, des choses comme ça, et puis en fait, les explications données par le récit dominant, par l'Église, ne marchaient plus, quoi, en fait. Et donc, un peu en réaction, tout nouveau récit s'est dit, puisque tout ça, ça marche plus, on va prendre un peu pratiquement le contraire, quoi. Et donc, hop, on va s'embarquer vers complètement autre chose, etc., etc. Et quand tu regardes, en fait, les choses comme ça, tu vois que les récits, en fait, réagissent les uns par rapport aux autres. Tu vois, très souvent, c'est une série de déséquilibres, hein, souvent, parce que finalement, on va rejeter tout le passé en se disant, finalement, si l'humanité va mal aujourd'hui, c'est parce que le récit était faux, en fait. Alors ça m'amène à quelque chose qui est, en fait, c'est comme si les récits dont tu parles, qui sont quand même aussi des récits d'occidentaux, faut pas oublier qu'on est dans une culture bien précise en parlant de ça. Dans l'Occident, effectivement. Eh oui, il y a un relativisme qu'il faudrait qu'on puisse apporter, mais on va pas forcément le faire complètement là. Mais en attendant, ce sont des récits qui sont dans une dynamique quand même d'expansion. C'est-à-dire que oui, ils s'opposent les uns aux autres. Pour ça que j'aime bien la spirale dynamique pour rendre compte de ces notions d'opposition face à un niveau de complexité de la civilisation. Mais ce que tu es en train de mentionner, c'est aussi des récits qui sont dans l'expansion. C'est-à-dire que la civilisation a envie d'évoluer. Même si elle n'en a pas forcément conscience dès le Moyen-Âge ou même avant, il y a une espèce de truc comme une ligne de force qui tend vers on ne sait pas où. Et c'est ça qui profondément s'oppose au peuple premier qu'il ne faudrait surtout pas avoir le défaut d'idéaliser, mais je referme la parenthèse,
qui eux sont dans une logique beaucoup plus cyclique d'Ouroboros, qui fait que voilà, ils sont calqués sur le rythme du vivant avec sa cyclicité, et ils cherchent pas à en sortir ce qu'on a qualifié pendant des siècles de sauvagerie, barbarie, etc., en omettant un petit détail léger, c'est que tandis que nous on mettait toute notre énergie sur la technicité, la techno, le progrès, etc., et qu'on faisait, mais je crois que tu le mentionnes dans un article, on était en train de fiche par paire toutes les composantes de la relation. Eux ont un niveau de complexité dans la relation extraordinaire, mais comme ça ne se voit pas, les premiers anthropologues ont supposé qu'ils étaient juste abrutis. Excusez-moi pour les raccourcis. Et là, je me dis, on est dans ce dont tu parles là, on est dans des récits qui sont dans une certaine logique d'expansion. On ne sait pas jusqu'où. Enfin, là, on est bien parti pour se cracher. On a plein d'options. C'est extraordinaire le nombre de dystopies qu'on pourrait produire. Mais en même temps, on s'éloigne complètement de nos fondamentaux dans ces récits-là. Voilà, je te laisse avec ça. Je te pose même pas une question, je te laisse avec ça quand tu rebondis. Très bien. Déjà, là, tu vois, ta question, j'ai envie plutôt de la prendre sous l'angle de quels étaient les premiers récits, quoi. Parce que là, tu vois, finalement, quand on commence à faire un peu la généalogie des récits, on comprend que souvent, elles réagissent les uns aux autres, et que souvent, c'est une question de décalage, quoi. C'est-à-dire que finalement, à l'instant T, il y a un récit qui est utile pour répondre à certains défis, tu vois, qui se posent à la société. Et puis, quelque part, ce qui va se construire sur le récit, c'est des institutions, tu vois, ça va s'institutionnaliser, se figer, etc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, la réalité, elle va changer. Il va se passer plein d'autres trucs, en fait, et le récit, lui, il va continuer. Et donc voilà, on a vraiment cette question d'un certain manque de fluidité, si tu veux, entre les cartes qu'on va produire et puis un réel et une vie qui bouge tout le temps, quoi. Donc ça, c'est déjà une clé sur les récits. Mais après, la question que tu poses là, qui est extrêmement intéressante, c'est d'où viennent les récits, à quoi ça ressemblait tout au début, quoi. Et en fait, et d'ailleurs, est-ce qu'il y avait toujours des récits? Alors, à mon avis, et ça commence à être assez convergent avec les découvertes récentes dans l'anthropologie, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pratiquement indissociable. Là, je vais parler d'un peu d'une trinité. En fait, la conscience, le langage, les récits. Voilà. Et c'est très difficile. C'est dès que tu essayes, tu vois, d'aller dire l'un fond de l'autre, etc., quoi, tu vas toujours, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Et en fait, tout ce qu'on constate, c'est que il y a à peu près 70 000 ans, partout, il y a des fresques qui apparaissent. Voilà, partout où l'humanité, l'Homo sapiens existe, on voit effectivement apparaître tout d'un coup, tu vois, des dessins, etc., qui tendent à montrer qu'il y a eu un éveil cognitif. Tu vois, tout d'un coup, il y a une espèce de saut dans l'évolution de la conscience. Parce que bon, moi, évidemment, tu vois, je fais plutôt partie des gens qui disent que dans la biologie, il n'y a pas qu'être humain qui est conscient. Il y a certainement des degrés de conscience, des niveaux de conscience. Les animaux sont conscients, pas comme nous, etc. Mais voilà, on s'en rend très bien compte. Quand on fait un rêve, en fait, on n'est pas au même niveau de conscience, mais il y a quand même une espèce de conscience, quoi. Donc, voilà, donc vraiment, la conscience, c'est pas un truc binaire, quoi. Et par rapport à ça, en tout cas, il y a un éveil. Il y a 70 000 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et très vite, les récits apparaissent. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'a l'être humain, c'est s'émerveiller, quoi. Il se dit, waouh, dis donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a les étoiles, il y a nous sommes là, des animaux, il y a des choses bonnes, des choses mauvaises, des plantes. Certaines nous guérissent, d'autres nous tuent. Voilà. Et premier réflexe, c'est quand même très beau, hein. Premier réflexe, c'est transmettre, représenter, rendre encore plus réflexif, en fait, cette expérience. Donc, ils sont là, il faut imaginer, nos ancêtres qui se mettent dans les grottes et qui disent, ah, les mains, les machins, et puis on va commencer à raconter un peu le truc, quoi. Bon, le truc qu'on fait, c'est des BD, quoi. Tu vois, fantastique. Le récit. Et ce qui est fantastique, c'est que plus on va raconter ce qui nous raconte, enfin, ce qui nous arrive, plus, évidemment, la conscience va se développer. Tu vois, ça va avoir une action encore plus grandir. Et les premiers récits qui apparaissent, alors ça, c'est très intéressant parce que il y avait des contacts entre les tribus de chasseurs-cueilleurs. On le sait aujourd'hui parce que ils ont très vite compris que pour éviter la consanguinité, il fallait mettre en place en fait des systèmes, tu vois, où on pouvait se reproduire, pas qu'avec les membres de sa tribu. C'est des petites tribus de quelques dizaines de personnes. Mais néanmoins, ils sont apparus à différents endroits de la planète. Bon, on pense d'abord en Afrique, mais pas que, quoi. Et c'est fascinant parce que les récits sont extrêmement congruents. C'est-à-dire que quand tu prends finalement les récits des peuples premiers dans le bassin amazonien, en Afrique, chez les San, chez les aborigènes, etc., qui pour le coup, tu vois, se sont pas téléphonés pour dire toi ton récit c'est quoi, pour que je te pique des idées. Ils ont produit des récits qui disent la même chose, quoi. Voilà. Et ces récits, qu'est-ce qu'ils disent? C'est en fait pour
simplifier un peu les choses, tout est conscient, tout est vivant, tout est un. Voilà. Et ça, c'est très beau parce que c'est tout de suite la conscience de finalement, c'est même pas que tout est relié, en fait, tout est un. Fondamentalement, en fait, nous sommes tous des ramifications du même arbre. Et cet arbre, c'est tout ce qui existe. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cet humus, quoi, qui se déploie à travers tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe. Alors évidemment, tu vois, aujourd'hui, avec nos lunettes un peu d'occidentaux, rationnels et tout ça, on se dit, bon, bah, quelle connerie, n'importe quoi, c'est naïf, c'est etc. J'en sais rien, tu vois, si on était vraiment dans la peau d'un animiste, peut-être que le monde, pas seulement nous apparaîtrait vivant, mais on comprendrait qu'il est vivant, en fait, tout. Tu vois, peut-être que vraiment, c'est la vérité. Hein. Et peut-être qu'on s'est coupé de ça petit à petit. C'est d'ailleurs plutôt mon hypothèse, parce que je pense que si tous ont perçu ça, c'était pas juste de la naïveté anthropologique, mais je pense que vraiment, ils avaient accès à des choses, en fait, auxquelles on n'a plus accès aujourd'hui, parce qu'on s'est coupé d'un mode de connaissance, en fait. Moi, c'est mon hypothèse. Alors, pourquoi je crois ça? C'est... là, par exemple, cet été, je suis allé en Colombie pour faire, pour la première fois de ma vie, une expérience d'ayahuasca. Donc, c'est une herbe que prennent les chamans indiens de tout le bassin amazonien depuis vraiment des millénaires, quoi. Alors c'est marrant parce qu'en Europe c'est interdit, on dit ça c'est une drogue, c'est un stupéfiant, oh là là, c'est très dangereux, il faut pas prendre ça et tout ça, quoi. Eux ils prennent ça depuis des millénaires et ça leur réussit très bien. D'ailleurs ils se foutent de nous quand on leur dit c'est une drogue, vous êtes malade, it's medicine, it's not a drug. Et alors c'est très intéressant parce que il y a un bouquin, il faudrait que je te retrouve le nom qui est sorti, qui s'appelle The DNA, The Cosmic Snake and the Sacred Knowledge, où en fait l'auteur va voir des chamans, quoi, et leur dit mais dis donc, comment vous avez, par exemple, découvert le secret, en fait, du curare, quoi. C'est très compliqué, le curare. Tu vois, il faut genre 7-8 plantes complètement à des centaines de kilomètres du bassin amazonien. Il faut cuire ça 72 heures. Enfin, c'est un truc super complexe. Et ils te disent, bah oui, bah c'est en fait, on a pris la plante et la plante, en fait, nous a donné l'information. Ben oui. Alors, est-ce que c'est complètement naïf, tu vois, et on se dit non mais n'importe quoi, ça marche pas comme ça, on fait que des découvertes grâce à la rationalité pure et la vision mécaniste du monde? Peut-être pas en fait, tu vois. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que les peuples premiers étaient très connectés par l'intuition. On pourrait parler des Kogi, tu vois, avec l'expérience qui a été faite avec là ces scientifiques, où finalement les Kogi devaient faire le diagnostic d'un territoire, et puis là tu avais 15 scientifiques avec des outils de mesure, etc. Et ils disent le même truc à la fin, quoi. Mais comment ils savent les Kogi? Toi, tu Alors, connais. je vais t'interrompre, oui, parce que ça fait plus de 15 ans que je suis avec Éric Julien, donc je connais bien les Kogi, en tout cas le récit d'Éric qu'il transmet. Je vais revenir un peu en arrière parce que j'avais déjà 2 ou 3 pistes à ouvrir. En effet, je pense que la grande leçon qu'on pourrait tirer de ce moment de potentiel effondrement de notre civilisation, parce qu'à force de le nourrir, on va se casser la gueule, surtout qu'on est un petit peu aidé là par un binôme. J'appelle le binôme nuptial, c'est histoire d'avoir de l'effacer ici. Donc oui, on est tellement allé loin dans la conviction que, notre récit du progrès est juste, qu'on s'est coupé en effet de toute une partie de la connaissance ou de l'accès à la connaissance. Et en effet, cette piste du 1, c'est aussi une piste de spiritualité qu'on va retrouver avec Teilhard de Chardin dans son travail sur la noosphère. Bon. Donc voilà, il y a quelque chose qui unifie avec Teilhard de Chardin à la fois la notion du 1, qui lorsqu'on le nomme en animisme, va nous mettre dans un récit anthropologique avec quelque chose qui part de, je fais exprès d'avoir des images d'Épinal, de Neuneu des Îles à super évolué que nous sommes, en oubliant juste que nous pourrions avoir pris d'autres chemins, comme je le disais tout à l'heure. Donc peut-être des gens qui sont excessivement connectés, comme tu le nommais avec les Kogi, puisque tous les peuples, premiers ou pas, ont tous lu dans les étoiles. Et nous, et maintenant c'est fini. On est complètement coupé de ça. Donc voilà, le premier point, c'était de dire peut-être que ce qu'on a nommé l'animisme, c'était aussi et peut-être un niveau de spiritualité très développé, ce qui reviendrait aux âges d'or chez les Indiens et autres, enfin les Indiens de l'Inde pour le coup. Donc ça, c'est un premier point, c'est déjà de dire, tiens, peut-être qu'on a disqualifié quelque chose qui aurait pu nous apprendre, mais comme nous, on s'en était départis avec le siècle des Lumières en réponse et en réaction à ce moment, en effet, du Moyen-Âge où il n'y en avait que pour Dieu et sa proposition de salut. Du coup, on s'est aussi coupé de cette racine-là. Et ce qui pour moi,
ne disqualifie pas du tout l'intérêt de la science qui apporte le discernement. Parce qu'à contrario, quand on va trop dans l'ayahuasca, on tombe quand même, dans tout ce courant, on risque de tomber dans le New Age syncrétique. Et c'est dommage parce qu'on perd du discernement. Alors ça m'amène à ce que tu disais sur l'ayahuasca, ce qu'on a perdu là, dans notre quête d'occidentaux paumés en train de chercher les racines à l'autre bout de la terre, c'est le côté du sacré. C'est-à-dire que moi, l'exposition qu'il y a eu au Quai Branly m'a bouleversée parce qu'on est incapable de sentir ce qu'on fait quand on met des trucs dans un musée. Et en fait, on donne un accès libre à des gens qui n'ont aucune culture, mais je parle de culture au sens réceptif. Donc, qui comprennent rien à ce qu'ils voient, qui se font ou pas impacter par ce qu'ils voient, alors que c'est quelque chose de sacré. Et c'est non pas effectivement que l'information n'est pas accessible, mais c'est qu'il y a un protocole sacré pour entrer en harmonie avec la plante. Et l'erreur que nous faisons, nous, c'est d'y aller en tourisme excessif, où on se dit, tiens, lundi, je vais me faire une ayahuasca à l'autre bout de la terre, la semaine d'après, je vais me faire je sais pas quoi de l'autre côté du bout de la terre. Et alors que la raison pour laquelle l'ayahuasca donne de l'information à celui ou celle qui la reçoit, c'est parce que, et ça c'est une spécificité des plantes aussi, c'est qu'elles donnent de l'information si elles sentent qu'en face, la personne est en capacité de la recevoir. Et effectivement, je m'étais posé cette question toute petite. Je m'étais dit, mais comment ils savent qu'il faut manger les coins crus ou pas? Bon, je me suis cassé 4 dents, j'ai compris. Mais je veux dire, comment ça se fait? Parce qu'on te dit, ils sont allés, les chasseurs-cueilleurs sont allés chercher des trucs, sont venus. Non, si t'es mort, on ne sait pas de quoi t'es mort. Bref. Donc, ça m'a amené à cette curiosité et c'est comme ça que j'ai découvert aussi autrement la connaissance par le rêve. Mais on s'est tellement coupé de ça qu'on qualifie d'abruti, de neuneux. Si tu dis que tu es néo-chaman, va des rétro-satanas, c'est pas possible, etc. Donc, je pense que peut-être une voie pourrait être de réconcilier cette compréhension que l'humanité, selon où elle est, a fait des trajets d'accès au savoir et à la connaissance différents. Et là aussi, je te laisse reprendre. Oui, et puis d'ailleurs, en fait, en t'écoutant, ça rappelle beaucoup ce que dit Claude Lévi-Strauss sur finalement même s'ils sont extrêmement polyvalents, hein, les chasseurs-cueilleurs, les premières fonctions quand même qui sont apparues. Il parlait du bricoleur, tu vois, ceux qui va utiliser son intelligence pour commencer à associer un bâton à un silex, le feu, etc., quoi, et les chamans, où eux, en fait, c'est vraiment plus le rapport à l'invisible, quoi. Et les deux sont producteurs d'une connaissance, hein, simplement qui n'a pas la même utilité pour le groupe. Et quelque part, on comprend très bien qu'au départ, c'est hyper complémentaire. Tu vois, t'as ceux qui vont explorer ces dimensions, on va dire, un peu plus subtiles, en utilisant certaines capacités, et puis d'autres, en fait, en utilisant d'autres capacités, vont être utiles au groupe. Et puis dire, en fait, Lévi-Strauss a mis quelque part, c'est l'ancêtre des scientifiques. Tu vois, c'est des gens qui sont plus sur la méthode empirique, etc., quoi. Donc au départ, c'est fait quand même pour fonctionner ensemble. Il a fallu passer beaucoup de choses, si tu veux, pour que finalement, on finisse par créer des oppositions et des fractures apparemment irréconciliables aujourd'hui entre ces voies, quoi. Donc c'est très important de souligner qu'effectivement, au départ, ça vient d'une même racine, hein, parce que l'être humain est un, lui aussi. Et effectivement, là, tu poses un petit peu, je trouve, les pièces de puzzle qui vont nous permettre un peu plus de commencer à résoudre l'énigme, quoi. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore cité, qui est quand même extrêmement important, là, pour comprendre ce qui a pu se passer dans l'altération des récits et leur évolution, c'est le rôle qui a été joué par la technique, justement. Dans le sens où, tu as tout à fait raison, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, il y a des cultures qui, en fait, varient très peu, qui sont assez statiques dans leur récit, tout simplement parce que ça leur apporte le niveau suffisamment d'harmonie pour avoir une stabilité, quoi, en fait. Parce que si vraiment on pensait que l'être humain, naturellement, doit absolument tout questionner, tout savoir, etc., il faudrait en fait que tous les homo sapiens qui ne sont pas rentrés dans le cycle civilisationnel, naturellement, développent des sciences, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. Eux, ça leur va très bien, tu vois, ils sont effectivement dans un état d'équilibre qui est satisfaisant, quoi. Je fais juste une petite parenthèse pour te redonner la parole. Ce qu'on nommait vraiment quand on les mentionne, je pense notamment au peuple Kogi, c'est qu'ils ont fait un choix délibéré de la société qu'ils ont construite, c'est-à-dire faire un choix de paix. Ils ont délibérément choisi de ne pas avoir d'argent.
ils ont choisi exprès de s'habiller tous pareil. Enfin voilà, c'est pas un truc, contrairement à notre représentation où les pauvres, ils n'avaient pas les moyens d'eux. C'est délibéré. Ils se sont rendus compte que s'ils voulaient être pérennes, il fallait qu'ils s'appuient sur les lois du vivant parce qu'elles sont intrinsèques à eux. Et c'est moi qui le dis comme ça. Ils n'ont pas cette manière de le dire de façon distanciée. Pour eux, ils sont un morceau du vivant et ils cherchent juste à le respecter parce qu'ils ont observé que c'était durable. Et pour que ça soit durable, il faut effectivement qu'il y ait de l'harmonie. Et c'est par conséquent qu'ils ont fait le choix, la décision d'une société qui veut vivre dans la paix et l'harmonie. C'est hyper exigeant, en fait. Et je te repasse. Oui, si tu veux, maintenant, le film que je cite aujourd'hui, parce que la plupart des gens l'ont vu, tu as peut-être vu quand on était plus jeune, dans les années 80, c'est Les dieux sont tombés sur la tête, quoi. Et ce film, il est génial parce que ça te montre parfaitement le rapport, en fait, qu'a un collectif au confort matériel et au pouvoir technique. C'est hyper intéressant parce que dans le film, voilà, tu sais, t'as la petite bouteille de coca qui tombe, elle est ramassée par qui la ramène à sa tribu. Donc c'est génial, ça permet de faire plein de trucs, ça améliore beaucoup le confort et tout ça, quoi. Et puis au moment, ils se battent pour la possession de la bouteille, quoi. Et la réflexe, ils se remettent en fait autour du feu. Et ils disent finalement, cette bouteille, ça met un peu le beans là dans notre harmonie, quoi. Donc, choix. Est-ce qu'on garde la bouteille ou est-ce que finalement on la rejette et on revient à l'équilibre qu'on connaissait avant? Donc ça, c'est très intéressant parce que ça te montre effectivement que on a toujours la possibilité du progrès, parce qu'ils sont pas plus cons que nous, hein, ils inventent des trucs aussi, etc. Et puis effectivement, ils peuvent faire ce choix-là ou faire le choix effectivement de rester dans la stabilité et l'harmonie. Alors moi, ma croyance, ce qui me paraît intéressant, c'est d'arriver à trouver en fait effectivement un équilibre dynamique entre les deux, autant que c'est possible. Et je pense que ce qui va se passer en fait avec l'histoire des civilisations, c'est qu'on va rentrer en fait dans une série de déséquilibres. On va plus maîtriser, tu vois, les conséquences des changements apportés par les perturbations, notamment dues aux inventions techniques. Voilà. Et ça commence avec ce qu'on appelle la sédentarisation, ce qui arrive au néolithique, donc on estime il y a 12 à 13 millénaires, quand les premières communautés, finalement, vont, pour plein de raisons différentes, parce que est-ce que c'est une poussée démographique, il y a des théories qui disent aussi maintenant que c'est plutôt pour des raisons spirituelles, parce que à certains endroits, finalement, là, on enterre les morts, il y a des plantes qui poussent, et ces plantes, on pense qu'ils portent l'esprit des morts, donc on va rester dans ce lieu-là pour les accompagner, etc., quoi, en tout cas pour différentes raisons. Des communautés arrêtent de gambader partout sur la planète et s'installent à certains endroits, et vont commencer à grossir. Et donc, des territoires vont apparaître. Et surtout, alors ça, je pense que c'est peut-être l'invention anthropologique qui aura le plus de conséquences sur notre psychisme, notre biologie, etc. On commence à construire des maisons. Voilà. Et là, petit à petit, finalement, ce qui était un groupe où le récit est vraiment au centre, où l'harmonie est au cœur de tout, où la relation permet de survivre ensemble à l'état de nature, ça devient des communautés qui ont de moins en moins besoin de survivre à l'état de nature. On peut se dire, c'est super, c'est une très bonne nouvelle, c'est vrai, que c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va pouvoir dégager beaucoup plus de temps et d'énergie pour faire plein d'autres choses. Mais en même temps, ça va créer une baisse en harmonie, effectivement. Une baisse, quelque part, une baisse en conscience. Et ça, c'est toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire comment on fait pour comprendre que les gains de pouvoir techniques, et les techniques, c'est plein de choses, c'est pas que la technologie, c'est aussi finalement la loi, comment on s'organise, l'administration, plein de choses comme ça, quoi. Comment on fait finalement pour équilibrer, pour commencer à comprendre que finalement à chaque fois, il faudrait idéalement finalement à chaque fois qu'il y a un gain en fait de pouvoir, mettre en face un gain de conscience. Et on se croit un peu rigolé, t'as raison, mais en fait, la bouteille de coca dans le film Les dieux sont tombés sur la tête, c'est pas différent de l'IA qui nous tombe dessus aujourd'hui. Et on n'a plus du tout ce réflexe qu'on devrait avoir de se mettre autour du feu, comme faisaient les peuples premiers, pour dire bon, ok, on a l'IA, ça permet de faire des tonnes de trucs, mais quel effet ça a aussi profondément sur nous? Ouais, disons que c'est le business avec en amalgamant ce terme-là, qui nous empêche cette réflexion. Parce qu'on est plein à avoir dit il faudrait qu'on puisse réfléchir. Mais voilà, moi je pense à un collègue, je lui dis ah mais super, tu vas former des gens en entreprise. Est-ce qu'on pourrait échanger sur l'usage, l'éthique, le truc, le machin? Il me dit non, mais même pas en rêve, salut. Voilà, donc partout on voudrait poser cette question-là de pourquoi on s'en sert, comment on s'en sert. Et comment est-ce qu'on peut décider, voilà, quel choix on fait et jusqu'où on n'utilise pas, etc. Il y a quand même une grande partie de la population qui le rejette. Alors juste, je voudrais tirer un autre fil. Pourquoi je tire ces fils un peu insolites
pour nos auditeurs, c'est parce que je vais nous renvoyer, enfin je les renvoyer aux articles respectifs qu'on a fait. C'est-à-dire que s'ils veulent aller chercher, ils pourront aller chercher. J'ai envie de tirer un fil particulier qui est celui de l'oralité et de l'écrit. C'est quand même une rupture majeure aussi au niveau anthropologique et on entend aujourd'hui où on lit que il y aurait on repartirait vers l'oralité parce qu'on se coupe de l'écrit manuscrit déjà pour beaucoup avec les claviers et puis on est en train de se couper de l'écrit parce que les IA peuvent nous inciter à utiliser l'oralité, etc. Et donc ça c'est une question complètement prospectivo science-fiction. Que va-t-il advenir de cette nouvelle société que nous sommes si nous retombions dans une oralité qui serait donc non pas une oralité naissante from scratch précédemment, puisque c'était de l'oralité sur de l'oralité, alors que là, c'est de l'oralité sur des siècles et des millénaires d'écrits. Et ça donnerait quoi? Parce que effectivement, ça pose deux choses. L'oralité de Néandertal et de Sapiens, d'ailleurs, c'est ce qui explique pour partie la taille du cerveau de Néandertal, c'était des personnes qui avaient dans leur tête, pas dans leur esprit, dans leur tête, la totalité de la mémoire individuelle et collective. Et donc, les récits, ils se les transmettaient, ils pouvaient éventuellement les élaborer, mais bon, bref. Donc, une énorme mémoire pour contenir tout ce dont on a besoin, les cartes des lieux, les apprentissages des plantes, etc., 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 des relations. Et là, nous sommes arrivés à un moment où, grâce à la techno, on est super content d'aller chercher sur Google ou qui vous voulez, n'importe quel IA de service, mais enfin bref, on peut aller chercher l'information à l'extérieur, mais le risque, c'est qu'on s'appauvrit à l'intérieur, puisque l'intelligence, c'est quand même la capacité à relier les choses ensemble. Encore faut-il les avoir à l'intérieur. Et la capacité à aller produire du sens à partir d'une connaissance extérieure veut dire que quelque part, on l'a quand même un petit peu intériorisé. Sinon, c'est compliqué. Et donc, je mets ça en perspective avec le fait de dire, tiens, on revient vers l'oralité. Je me dis, mais elle va ressembler à quoi cette oralité basée sur une capacité de mémoire amoindrie, basée sur une écriture relativement amoindrie et basée en plus sur un moment de dichotomie systématique de tout avec tout. Allez hop, c'est parti pour toi. Oui, mais pour moi, c'est vraiment en fait un développement de la question précédente. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que nous sommes extrêmement peu attentifs à la façon dont nous sommes finalement les instruments de nos instruments, quoi. C'est-à-dire qu'on voit vraiment tous les progrès techniques, technologiques, juste comme des trucs qu'on utilise. C'est un outil, c'est super, ça me permet de faire des trucs. Donc ça me permet d'avoir plus de pouvoir sur le monde, sur les autres, de faire plus rapidement, de dématérialiser, etc. On est encore très très peu conscient, mais parce qu'on est une espèce aussi très jeune, finalement, tu vois, de tout ce que ça nous fait en retour, quoi. C'est-à-dire, le jour où on a inventé les chaussures, ça nous a coupé quelque chose, quoi. Tu vois, le jour où on a inventé la chaise, ça a altéré notre posture et tout le reste, etc., etc. Et donc, ce que tu poses sur l'écrit, alors Michel Serres, en fait, il dit vraiment dans les grandes inventions anthropologiques, il y en a quelques dizaines. Moi, j'en compte, tu vois, 50, 60 qui sont vraiment majeures. Mais il dit vraiment, en fait, voilà, il y a l'agriculture, l'écriture, l'imprimerie et puis Internet, quoi. Et effectivement, pourquoi l'écriture? Parce que ça va complètement bouleverser nos croyances. Pourquoi les croyances? Parce que finalement, on va se dire, mais en fait, c'est possible, du coup, en fait, de s'organiser à des échelles beaucoup plus larges, de transmettre très vite l'information, etc. Mais aussi les croyances négatives. Tu vois, ça va être du coup, oui, mais alors, il y a ceux qui savent lire, qui savent écrire, qui donc sont plus intelligents, supérieurs aux autres, quoi. Et du coup, en fait, j'ai plus besoin forcément de tout mémoriser autant qu'avant. Et du coup, en fait, il faut que je fasse moins confiance à mes perceptions, mais plus à ce qui est écrit, etc., etc. Et en fait, là, ce qui est en train d'arriver, c'est vraiment de cet ordre-là, en fait. Et l'intelligence artificielle va probablement complètement bouleverser notre schéma de croyance collectif profond. Et toute la question, c'est est-ce qu'on va enfin comprendre ce qui se passe depuis l'invention des premiers outils, tu vois, ou est-ce qu'on va se contenter de se dire, oui, c'est juste un outil, en fait. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un seuil de passage qui fait qu'une civilisation peut s'effondrer ou pas, quoi. Et commence enfin à comprendre, tu vois, les schémas profonds, les boucles de rétroaction, tous ces machins-là, quoi. Ou bien elle se dit, non, en fait, c'est là, j'utilise, etc. Et va devenir encore plus fragile. Et donc ça, c'est un peu les scénarios, tu vois, à la Wall-E, quoi. C'est-à-dire, effectivement, t'as une oralité, mais dans Wall-E, dans le film, finalement, même les gens font pratiquement plus l'effort de parler, en fait, en réalité.
Tu vois, parce que même là, la technologie sert de palliatif, quoi. Et ça, c'est passionnant parce que dans le rapport qu'on a aujourd'hui, tu vois, à l'IA, là encore, c'est intéressant, je trouve. Là, maintenant, en fait. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour prompter, tu vois, entre obtenir un résultat performant à 10% ou à 100% par rapport à une question, il faut quand même que tu réfléchisses vachement à ce que tu as demandé, quoi. Claire. Vraiment beaucoup, quoi. Tu vas dire, mais attends, finalement, l'IA, qui comprenne vraiment ce que je veux, en fait, il faut moi-même que j'exercice vachement, tu vois, le modèle mental que j'utilise, etc. Donc, je reviens sur mes croyances. Et puis, on sait bien qu'aujourd'hui, tu vois, l'IA devient super efficace si tu lui dis, mais en fait, questionne-moi pour que je comprenne mieux ce que je demandais, en fait, tu vois, les gens qui sont vraiment, non, c'est comme ça qu'ils l'utilisent, etc. Mais si demain, l'IA, c'est tout sur toi, connaît tous tes biais, etc., mais pourquoi tu feras encore le moindre effort, finalement, pour formuler ta pensée, pour la structurer, pour te décentrer, pour etc. Bah non, tu vois, tu vas me dire, elle dit, bah, elle va te le faire, quoi, en fait. Et ça, c'est ultra dangereux. Ultra dangereux. Ça, c'est vraiment l'atrophie cognitive, sociale, spirituelle, tu peux utiliser toutes les dimensions possibles de l'humanité, quoi. Et ça, vraiment, alors vraiment, ça multiplie pour moi les risques d'effondrement. Donc, ce que tu es en train de pointer, c'est aussi une baisse significative, pour éviter d'employer l'autre mot qui va nous faire déprimer tout l'auditoire, mais c'est une baisse sur la réflexivité et la compréhension. Tu veux dire, ça nous rend complètement con, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça que je disais. Mais non, mais c'est un vrai défi, n'empêche. Oui, je dis c'est une baisse sur la réflexivité et la conscience, en fait. C'est-à-dire que ce qui a été notre émergence d'espèce, cette capacité de conscience et de réflexivité qui a créé tout le début de l'humanité tel qu'on l'a décrit, eh ben, c'est comme si on était en train de boucler dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on laisse cette réflexivité baisser et cette conscience sortir de nous-mêmes individuellement et collective et qu'on la délègue à l'IA, ben effectivement, on n'a plus beaucoup de raisons d'être. En fait, pour moi, il faut vraiment considérer quelque part un peu deux infrastructures, quoi. Il y en a une qui vraiment nous fascine et sur laquelle on a mis toute l'attention, et c'est tout à fait normal, hein. Comme je dis, je pense qu'on est une espèce encore très très jeune finalement, et c'est tout à fait naturel. Et la première, c'est vraiment l'infrastructure en fait de pouvoir. Tu vois, pouvoir sur le réel, pouvoir sur la matière, donc technique, technologie, etc. Et c'est normal parce que c'est quand même le truc qui te permet de gérer déjà le fait de pouvoir survivre plus longtemps, de vivre plus longtemps, etc., etc. Il y a une deuxième infrastructure qui est très peu connue, celle-là, si tu veux, et à laquelle on fait beaucoup moins attention parce qu'il est complètement invisible, et qui est aussi l'objet d'une ingénierie, hein, faut le rappeler dès le début, hein, les premiers rituels créés par l'histoire de l'humanité, les récits, les techniques chamaniques, tous ces trucs-là, en fait, c'est ce que j'appelle l'infrastructure de montée en conscience, de développement de la conscience, en fait. Voilà. Et celle-là, aujourd'hui, c'est vraiment celle qui nous manque cruellement, quoi. Voilà. C'est vraiment ça, en fait, qui permettrait d'éviter finalement le travers d'une civilisation hyper technique et hyper fragile qui pourrait finalement très, très facilement tomber, quoi. Parce que tu vois, si demain tu deviens complètement dépendant de ce système technique et que la technosphère, il y a le moindre trouble, et ben tout est fini. Mais pour autant, même si j'admire beaucoup les peuples premiers, si tu veux, je suis pas non plus partisan d'un état statique en fait. Ou en tout cas, voilà. Donc pour moi, vraiment, l'idéal, ça serait d'aller vers ce que Michel Bowen s'appelle le cosmolocal. Moi, j'utilise le terme de civilisation techno-consciente. Voilà. C'est vraiment parce que c'est les deux trucs à considérer, c'est puissance technologique, niveau de conscience collectif, voilà, techno-consciente. Et le défi pour ça, c'est évidemment d'aller reconstruire de l'infrastructure de montée en conscience. Ça, je pense que ça manque énormément aujourd'hui. Parce que le côté pouvoir technique, alors là, ça dépasse très très largement le niveau de conscience. Donc évidemment, tu vois, c'est comment tu regonfles cette partie-là, quoi. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'au moment où on était en train d'avancer tout petitement vers cette capacité de montée de conscience, en essayant de sortir de tous les travers que nous pouvons avoir pris, voilà que le rouleau compresseur Trump-Musk, en tout cas pour aujourd'hui, en tout début 2025, aurait un premier aperçu de fiches par terre, tout ça. Après, on a évoqué depuis le début, pas forcément les disant explicitement, mais on va le faire. On est dans un monde totalement systémique et l'erreur serait de croire que nos 2 énormes boules ne vont faire qu'avancer tout droit et que tout le monde va suivre ce rythme-là. Évidemment que non. Donc il va y avoir des boules de rétroaction. Le problème, c'est que on n'est pas du tout, alors là ça revient sur la notion de niveau de conscience, on n'est pas du tout au même endroit
du niveau de conscience dont ceux qui essaient de porter l'alternative, c'est là-dessus que j'essaie de rendre attentif, sur le risque d'être un peu idéaliste et niais dans notre envie de porter le monde d'après, c'est qu'à force d'avoir nié tout ce qui est dans le dark, c'est-à-dire non, le dark web ça n'existe pas, les narcotrafiquants non plus, la violence non plus, la barbarie non plus, enfin bref, on s'est fait un monde tellement de bisounours, en tout cas pour certains, et quand on essayait de pointer que, attention, on ne sait jamais, mais il y aurait quand même peut-être un dark side of the moon qui est 10 fois plus gros, on était évincés parce qu'on dérange. Bon, là, ça nous arrive tellement en masse que nos ombres, elles nous pètent à la figure. Bon, très bien, une fois que c'est dit. Donc, je reviens à mon propos qui est de dire, on pourrait imaginer que ce rouleau compresseur, dans un système complexe, va avoir des effets de rétroaction et qui sont sans doute insoupçonnés. Mais simplement, les autres qui essaient d'apporter une alternative mettent tellement de temps à sortir du déni, à s'harmoniser, à comprendre qu'il faut coopérer, à discuter, à dialoguer, qu'on risquerait de se faire embarquer dans les effets du rouleau compresseur, tellement on va mettre 50 ans, je dis n'importe quoi, ou 10 ans, ou 3 ans, à se mettre en ordre de marche pour arriver à réagir. Voilà. Comment tu réagis à ce propos-là ? En fait, d'abord, moi, je rends un très grand hommage, si tu veux, à Trump et à Musk, et heureusement qu'ils sont là, quoi. Franchement. Parce que je trouve qu'on commençait un peu à s'emmerder, tu vois. Justement, là, on manquait un petit peu de ce que Joseph Campbell appelle des bons joueurs de l'ombre, quoi. Parce que si t'as pas des bons joueurs de l'ombre, t'as pas un vrai parcours du héros, et puis tous les gars de la lumière, etc., ils peuvent pas non plus, quelque part, vraiment se déployer, quoi. Donc d'abord, merci à eux. Moi, vraiment, je leur tire mon chapeau, quoi, parce que ça y est, quoi, ils prennent un peu leur ampleur dans ce rôle-là, quoi. Et donc, en fait, par rapport à ça, moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire, non, mais quand même, c'est terrible. Ah, les mecs, c'est des masculinistes, etc. Et puis bon, ils ont vraiment des discours fachos et machin. Oui, ok, très bien. Mais ça vient d'où tout ça, tu vois? Bah oui, non, mais et quand tu parlais, en fait, de l'intégration l'ombre, en fait, c'est vraiment la clé. Et bien sûr que ça aura des boucles de rétroaction, comme tu le décris. Parce que qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est tout simplement, comme on le disait tout au début là, de l'entretien, il y a un certain récit dominant qui commence, si tu veux, à plus tenir debout, quoi. Ça tient plus debout parce que ce que ça nous raconte, ça nous permet pas de répondre aux besoins de l'humanité par rapport à un certain principe de réalité. Voilà. Sauf que ce récit, il s'est matérialisé, je dirais somatisé, tu vois, par toute une structure de pouvoir planétaire, une technosphère, tout un empire, quoi, avec des institutions, des machins, etc., qui a aucune envie, lui, de lâcher tout ça, tu vois, parce qu'ils ne tiennent et n'existent qu'à travers ça. Donc évidemment, ils vont pas te dire, oui, notre récit, ça tient plus trop, donc on va discuter de trucs, etc. Au contraire, ils te disent, non, notre récit, il est plus vrai que jamais, et c'est le moment de tous nous rejoindre, etc. Donc ils exacerbent une caricature, ils poussent la caricature, si tu veux, le récit dominant, quoi. Ce qui est vraiment une figure totalement attendue, hein. Il y a rien de nouveau dans tout ça, si tu veux. À la fin de l'Empire de Rome, c'était les mêmes trucs. Les Romains, tu vois, croyaient que ça allait continuer toujours. Les derniers empereurs disaient, bah oui, c'est bon. Alors là, franchement, magnificence, la splendeur de l'Empire romain, etc. Voilà, 50 ans plus tard, effondré le truc, quoi. Donc on est là-dedans. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que ça va pousser, tu vois, les enfants à sortir du nid, quoi. C'est-à-dire que tous les récits alternatifs qui, quelque part, étaient accrochés au navire principal en se disant, non, mais quand même, ils vont comprendre, ils vont se transformer, ils vont s'ouvrir en conscience, etc. Et quand même, ils sont fous, en fait, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, hop, tu vois, ça va les émanciper, c'est le petit coup de pied salutaire au derrière, quoi, qui va faire qu'ils vont se dire, bah, ça y est, maintenant, on peut y aller. Et on peut vraiment porter des nouveaux récits, oser, etc., tenter une nouvelle chose, quoi. À ceci près. Alors, t'as tout à fait raison là-dessus, si tu veux, et ça, c'est un phénomène vraiment à travers mes travaux dont j'ai pris conscience en regardant un peu la répétition des schémas, c'est que souvent ces récits alternatifs, voilà, donc j'ai repris le terme de chrysalide emprunté à Arwen Toynbee, en fait, ces chrysalides, quelque part, et font souvent l'erreur de se couper d'un certain nombre, en fait, de qualités de puissance, hein, notamment, parce qu'elles se disent, oui, mais regardez, quelle horreur, le pouvoir ça corrompt, l'argent c'est mal, machin, etc., etc. Donc nous, on va faire tout l'inverse, quoi. Vous voyez, on se met en cercle et puis vraiment, chacun écoute tellement le collectif que plus personne n'ose en fait faire quoi que ce soit de perturbant, etc., etc. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait effectivement qu'on passe de nouveau, tu vois, le terme que j'avais employé justement dans mon énergétique, c'était on passe de l'amour, enfin tu vois, de la force sans amour à l'amour sans force, quoi. Donc, C'est ce que moi je nomme le choc des ombres et le choc des titans. Mais effectivement,
qui me semble important, c'est d'arriver à comprendre que en portant quelque chose de nouveau, peu importe le quoi en termes de nouveau, si on n'a pas la lucidité de toutes les composantes dont on a besoin, on va dériver et on crée avec notre ombre l'exact contraire dont on essayait de se départir. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que le binôme nuptial met un coup de pied aux fesses à tout le monde. Je ne vois pas beaucoup de changements si je prends la vitrine LinkedIn, c'est-à-dire que je vois malheureusement les mêmes acteurs être dans l'entre-soi et être tous convaincus d'avoir raison. Donc, je me dis visiblement, il y a un truc qui n'a pas été saisi là. Voilà, donc, mais c'est pas grave, hein, si on comprend pas au premier coup, on va comprendre au deuxième. Mais voilà, je pense que ça, toi, tu vas le nommer avec différents récits et c'est un super teaser pour le prochain entretien. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait de la lucidité sur nos ombres et nos lumières individuelles et collectives. Sinon, on va se reprendre un mur. Voilà, si on crée des nouveaux récits, alors toi, j'entends que tu nourris un axe tout à fait intéressant de est-ce que ces nouveaux récits s'accrochent encore sur l'ancien ou est-ce qu'ils sont vraiment nouveaux et ils font autre chose? On est bien d'accord. Et moi, je m'attache à la lucidité sur les ombres et les lumières. De dire, est-ce qu'on va vraiment y aller en conscience? Est-ce qu'on veut vraiment aller travailler ces nouveaux récits avec la lucidité de nos ombres? Et je pense que l'association des deux, tu vois, de travailler sur le matériel des récits nécessaires et de travailler sur la notion de conscience et le tout avec une vraie coopération, c'est-à-dire des vraies intelligences collectives où on dit bah allez hop, on y va parce que les enjeux sont trop forts, donc on va arrêter de faire tous nos pipis de chat de notre côté et puis groupons-nous. Ça pourrait faire la différence. Maintenant, voilà, on a tous besoin d'exister et certains ont peut-être pas encore saisi que l'urgence est supérieure à nos besoins individuels. Alors oui, je t'entends là-dessus et je pense que d'ailleurs ça se rejoint assez parce que ce que tu nommes l'intégration des ombres et des lumières, moi finalement je vais utiliser le terme effectivement de récits exclusifs ou de récits intégratifs quoi. Donc est-ce qu'on va faire des récits de nous qui vont simplement réagir, tu vois, à ce qui arrive, en se coupant de nouveau finalement de leur propre puissance et toute la palette de possibilités quand on est vraiment plus à la source de ce que j'appelle finalement c'est le désir, hein, c'est vraiment des questions de désir. C'est ce que j'assume finalement que le désir, ça prend toutes les formes possibles et imaginables, et que c'est ok pour moi en fait qui propose un récit alternatif d'aller puiser dans tout ça quoi, et de pas m'imiter et de faire des récits qui peuvent aussi parler de violence, qui peuvent etc. Pourquoi pas, tu vois, c'est ok quoi. C'est ok. Ou bien, ou si tu veux, je vais être vraiment le bon élève très gentil qui va dire ah ben non, on va faire de nouveau tout le contraire de toutes les bêtises qu'on a faites. Et ça, c'est vraiment l'histoire de toutes les civilisations qui nous ont précédés à chaque fois. Tu vois, dans les moments d'intercycle, de redéfinition, c'est toujours ça qui s'est passé quoi. C'est-à-dire, là, trop d'excès de ça, bah, très bien, hop, on remet tu vois, le curseur complètement de l'autre côté, quoi. Mais on retrouve jamais la source, en fait, pour l'instant. Et moi, ce qui me paraîtrait vraiment passionnant, et d'autant plus, tu vois, on parlait des peuples premiers, mais les peuples premiers, c'est pas des bisounours, hein. Tu vois, c'est, quand tu vois, en fait, comment ça marche, quelque part, le type de récit qu'ils ont produit, ça en a fait, ok, l'harmonie, mais c'est aussi quelque part des super prédateurs, quoi. Tu as certains d'entre eux, en fait, ils peuvent tuer sans problème, c'est des chasseurs extrêmement performants, etc. Donc, tu vois, c'est pas voilà, il faut aussi comprendre qu'il y a cette dimension-là, quoi. Ce sont des guerriers, en fait, en réalité. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu fais des guerriers lumière, mais vraiment, quand je parle de guerriers lumière, quoi, c'est guerrier, quoi. Tu vois, des gens qui ont intégré leur propre ombre, finalement, pour être puissants. Et je pense que c'est ça qui manque. Et ce qu'on veut pas voir, c'est que dans Trump, dans Musk, etc., il y a des choses qui devraient nous parler, tu vois, qui devraient faire résonance en nous. Et si on veut pas les intégrer, ben on aura simplement de nouveau des figures extérieures qui vont se succéder les unes après les autres pour nous rappeler, en fait, ce qu'on n'est pas capable d'intégrer, quoi. On est bien d'accord. Voilà. On est d'accord. Alors, compte tenu de ce temps qu'on avait prévu de partager ensemble, on arrive à la fin. Donc, je renouvelle le fait que aussi bien dans les podcasts que dans le blog, on a l'objectif avec Altercop de rendre compte de propos divers, pluriels, mais qui tous nourrissent différemment un objectif commun. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre le monde dans lequel on est pour mieux le saisir et donc agir différemment. Donc, je te remercie pour cet entretien et eh bien, nous nous retrouverons pour la suite sur les récits si tu veux bien. Très volontiers, Christine, merci. Merci à toi.